Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Les Orales, le podcast qui s'intéresse aux secrets d'éloquence de professionnels à Bordeaux et parfois au-delà. Chaque mois, je pars à la rencontre d'orateurs et oratrices du quotidien en quête d'anecdotes insolites, d'outils pratiques et d'une bonne dose d'inspiration pour vous faire aimer prendre la parole en public. Comment envisager l'expression que l'on soit à la barre d'un tribunal, face à ses équipes ou devant un parterre d'inconnus ? Je suis David Jadard, formateur en prise de parole et entrepreneur. J'aide chaque année plusieurs centaines de professionnels à gérer leur trac et à s'exprimer de façon percutante en présentation. Installez-vous bien confortablement dans votre fauteuil et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis avec Rosa Palomino. Rosa, peux-tu te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Eh bien, bonjour à toi, je suis donc Rosa Palomino, je suis metteuse en scène et j'interviens en art oratoire notamment, et ce depuis longtemps, intermittent du spectacle. Oui, tu interviens notamment à l'école de l'art oratoire à Bordeaux. Ça fait combien de temps que tu fais ça ? Ça fait 4 ans, 5 ans pour eux. 4-5 ans, d'accord, très bien. Et tu es aussi, je crois, directrice artistique de la compagnie Olemo. Tout à fait. J'ai tout bon. Depuis 2015, de nombreux prix de mise en scène en festival. Oui. La classe. Ça fait plaisir. T'es aussi comédienne ? Je l'ai été et je suis revenue sur une petite scène, enfin même une grosse mise en scène pour mes 50 ans. Mais je fais surtout de la mise en scène. Mais j'adore jouer. D'accord. Donc, tu as beaucoup joué par le passé. Aujourd'hui, tu fais beaucoup de mise en scène et beaucoup d'interventions à l'école de l'art oratoire. Et pas que. Tu interviens également à Kedge, je crois, pour former des futurs grands dirigeants de ce monde à la prise de parole. Voilà, ceux qui vont nous gouverner, ceux qui vont nous cadrer. Vaste programme. Très bien. Qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui dans ton activité de formatrice, par exemple à l'école de l'art oratoire ? Ce que je préfère, c'est l'interaction avec des publics différents. C'est-à-dire avoir la possibilité de redynamiser à chaque fois, de me confronter à des gens différents et de pouvoir me remettre en question, de pouvoir confronter ce que je sais avec une pédagogie. Est-elle toujours utile, facile ? Est-ce que je dois changer des choses ? Ça me dynamise, la relation me dynamise. Et est-ce que tu as vu des évolutions en 4-5 ans qui peuvent être liées, je ne sais pas, au rapport des gens, par exemple, avec les réseaux sociaux ou en termes de génération? Est-ce que tu vois des différences d'attitude dans tes cours et comment tu travailles avec de jeunes profils, par exemple? Oui, j'ai vu des différences, notamment de panier vocabulaire. Je trouvais que, et pourtant Dieu sait si je les aime chez ces jeunes et j'interviens énormément, mais effectivement, une difficulté pour trouver les mots. Beaucoup de mots valises, de mots creux, c'est essentiellement ce que j'ai pu remarquer. Et une grande difficulté finalement, alors même qu'ils sont très réseaux sociaux, très images, à prendre la parole et à être vus. Très facilement cachés. Et donc l'idée de se remontrer et d'avoir un public vraiment vivant face, pour eux c'est extrêmement difficile. Ils sont très envieux, ils ont très envie de le faire, mais c'est très compliqué. Oui, c'est de sauter le pas finalement entre cette culture peut-être plus du selfie à la maison, où on se prend en photo, en vidéo, et puis là on n'est plus tout seul, on est face publique. Comment on saute le pas ? Voilà, la relation est directe. Là, on la trafique pas, on met pas des filtres, on recadre pas, on n'efface pas pour refaire. Et donc, la relation est réelle, directe. Ouais. Alors, pour que ce soit réel et direct et transparent pour nos auditeurs, on se connaît un petit peu, Rosa, puisque j'ai eu l'immense privilège d'être coaché par toi à l'école de l'art oratoire. Privilège partagé. Mais merci beaucoup. L'école de l'art oratoire qu'on salue, aussi bien la branche parisienne que la branche bordelaise, notamment à travers Paul Williat, Nicolas Vargas, Sébastien Mounier, on les salue. Tout à fait. Salut les copains. Tu interviens également, Rosa, au lycée pour donner des cours de théâtre, je crois. Oui, j'interviens sur plusieurs lycées, mais essentiellement au lycée Saint-Genès, parce qu'ils ont une option lourde de théâtre et j'aime bien avoir des gros volumes d'horaires pour arriver à faire vraiment quelque chose d'abouti et ambitieux. Et au lycée Saint-Genès, que je remercie chaque année, j'interviens en option lourde et en collège également, pour eux, entre autres. D'accord, donc tu es effectivement vraiment en contact de publics très très jeunes, allant presque de
de 12 ans, 15 ans, plus 15 ans, peut-être 16 ans. Ah, ils ont même 18 ans, ouais, jusqu'à 66 ans à l'école de l'art. Alors, à l'école de l'art oratoire, ça peut aller n'importe quel âge, mais oui, en lycée, on leur souhaite de ne pas redoubler à l'éternel et surtout de s'émanciper. Pour sortir de l'éducation avant 64 ans, d'accord. Mais ouais, des plus petits, 11 ans, jusqu'à 18, 19 ans, ouais. D'accord. Et tout à l'heure, on parlait de l'expression. Avant d'embrayer quand même sur le théâtre au lycée, il me vient une question, souvent, moi, une question qu'on me pose, comment tu fais ou comment tu envisagerais le travail de l'expression avec tes clients, améliorer l'expression des gens? Parce que je dis souvent que c'est un travail au long cours. Toi, quelle piste tu vois pour justement sortir un peu de cette expression creuse? Client, c'est-à-dire quel public? Moi, ça dépend du public. Ouais, je vais être plus précis. Récemment, j'ai une femme salariée qui trouvait qu'elle manquait de vocabulaire en réunion. Ouais. En réunion ou en prise de parole en public de manière générale. Toi, quels seraient tes outils par rapport à ça? Ce seraient des outils croisés. Évidemment que l'art oratoire, dans ses formules à 10, 15, 20 heures, c'est bien et il ne faut pas s'en priver. Mais à mon sens, c'est plus large que ça. Moi, j'aimerais dire le cours de grande expression. Et ça, c'est du long cours. C'est-à-dire que je pense qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas pris l'habitude de parler. Et c'est souvent éducatif, c'est contextuel, et que l'idée, c'est de renouer cette parole et s'autoriser à la prendre, la parole. La première chose, à mon sens, c'est là. Ce sont des gens qui pensent d'eux, qui sont mauvais. Ce sont des gens qui n'ont pas été habitués à prendre cette parole. Et moi, je milite énormément, non seulement pour qu'on puisse la prendre dans des cadres, souvent, c'est pour ça qu'on est convoqué, commerce, etc., pour convaincre, on parle de clients. Mais moi, j'aurais tendance à dire, mais bien au-delà, pour renouer avec l'expression, pour dire que c'est une arme. La parole est une arme. Les mots sont une grande efficacité pour exister, pour faire passer des idées, pour faire passer des projets, et qu'elle doit être récupérée, si on n'a pas pris l'habitude, et surtout les femmes, à un moment donné, et se renouer avec, se dire c'est pas compliqué, c'est pas dur. C'est dur d'être vu, mais on peut passer ce cap-là, on est légitime, et c'est pas grave de se tromper, et c'est pas grave de recommencer, c'est pas grave de progresser doucement, mais prendre la parole dès qu'on peut, et à chaque fois qu'on peut, même si c'est difficile. C'est ça, c'est de saisir l'opportunité, aussi bien en repas de famille, avec ses amis, au travail, de saisir chaque opportunité. Ce qui se faisait beaucoup aussi dès l'Antiquité, c'est qu'on emmenait les petits citoyens écouter les plaidoiries déjà des tribuns dans les tribunaux populaires il y a plus de 2000 ans. J'ai le sentiment, en tout cas c'est ce que je recommande de mon côté assez souvent, que d'écouter des gens très éloquents, c'est déjà une première marche de l'escalier à franchir. Bien sûr, mais en plus on peut s'inspirer, s'affilier, avoir envie d'eux, imiter, mais ça démarre très très jeune. Ouais. Quand on regarde des comédiens ou quand on regarde, je sais pas, des seuls en scène, on se dit tiens, je copie. Ouais. Je copie au début, et bien sûr. Exactement. Comme au dessin. On copie, on croque, et ça commence à s'approprier, puis on va faire son style après. Et on va s'affranchir de ça, mais on est inspiré, évidemment. Et puis, se dire qu'on a peur du ridicule, on a peur de ne pas être intelligent, on se dit, on ne sait jamais. Je préfère me retirer plutôt que de dire une connerie. Mais moi, je pense qu'il vaut mieux dire une connerie 2 fois, 3 fois, 4 fois. La prochaine fois, t'en diras moins. Il y a cette peur sous-jacente derrière l'idée de prendre la parole, la peur du rejet du groupe social, qui est très ancienne. D'être pertinent tout de suite, d'être efficace et compétent tout de suite. Ouais. Il y a cette injonction-là qui fait très peur. Mais ça vient du scolaire. Il faut être fort, il faut avoir 20 sur 20, il faut être le lead. Ouais. Et moi, je milite pour aller chercher des gens qui ne sont pas dans ce lead-là, de dire, en fait, on est différents. Et on va pouvoir exercer une parole différente dès lors qu'on s'accorde ce droit. Ouais. Il faut décider de vouloir. Et d'autant que j'ai souvent dit dans ce podcast, mais nombre d'orateurs et d'oratrices brillantissimes qu'on connaît aujourd'hui, je pense à Michelle Obama, je pense à, alors pas un orateur, mais plutôt un acteur, Gérard Depardieu, sont des exemples de gens qui ont eu les plus grandes difficultés à prononcer des mots en public. Gérard Depardieu a dit plusieurs fois que le théâtre lui avait sauvé la vie. Ah mais Gérard Depardieu disait même qu'au début, il ne comprenait pas les textes. Oui. Et donc, il avait une mélodie qui se mettait en place. Donc, il pensait... Vu que les mots étaient difficiles, il se disait, si je fais une diction un peu, une mélodie, je vais y arriver. Et il a mis à appuyer des mots parce qu'il ne les comprenait pas. Alors, s'il a entendu ça un jour, je pense ne pas me tromper, j'en suis à peu près sûre. Et c'est comme ça, il s'est dit, en fait, c'est ma touche.
Bien sûr, après, il a travaillé. Il a d'abord travaillé en gromelot, ce qu'on appelle au théâtre le gromelot, c'est ce langage imaginaire, le me. Le me qui est une mélodie. Ouais, d'accord. Et cette mélodie fabrique du sens, met en scène des mots. D'accord. Ah, je savais pas cette anecdote. Merci beaucoup, Rosa. Ça me permet d'embrayer tout de suite sur ton rapport à toi, à la parole, quand tu étais plus jeune. Enfant, à l'école, ça donnait quoi, Rosa ? Alors moi, je pense que j'ai eu plusieurs phases. Très jeune, je pense que j'étais quelqu'un de très à l'écoute, très observatrice et très dans la copie, justement. Je ne disais pas grand-chose, mais par contre, paraît-il, j'avais les yeux rivés sur les gens et j'étais inquisitrice tellement je regardais. J'écoutais énormément, j'étais peu bavarde. Et puis, au fil du temps, le collège arrivant, le théâtre arrivant, je crois qu'à un moment donné, j'étais une grande gueule. Ça a commencé à quel âge ? Je pense que ça a commencé particulièrement en 5e. En 5e ? En 5e, voilà, j'étais physiquement grande. Donc, et puis je faisais du théâtre, et puis j'étais entichée avec des copines qui étaient aussi un peu comme moi. Et ça m'allait bien de faire un peu la faux folle et de me démarquer physiquement, puisque j'étais plus grande, et bien aussi, pourquoi pas, dans mon attitude, etc. Cela dit, après j'étais plutôt quand même, globalement, moi je dirais que j'étais plus silencieuse. Ouais, moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué de ton enseignement, et je n'étais pas le seul pour en avoir échangé avec quelques ex-participants à l'école de l'art oratoire. C'est ton dynamisme, la passion, l'énergie que tu y mets. C'est assez impressionnant. Tu es aussi chanteuse, ou tu as été chanteuse, J'ai Rosa. chanté, ouais. J'ai souvent aussi cette demande pour... alors c'est souvent des femmes, malheureusement, pour projeter la voix, pour faire en sorte que la voix traverse la pièce. Est-ce que moi je me souviens d'un de tes exercices, mais le but c'est de le donner à entendre à nos auditeurs. Est-ce que tu as un exercice fétiche ou un truc à conseiller à ceux ou celles qui nous écouteraient pour mieux occuper l'espace par la voix ? Moi j'essaye de dire que la voix, c'est le porte-parole, c'est le désir de communiquer. Parce que c'est très technique, la voix. La réalité, c'est vraiment technique. En plus, c'est un instrument très mystérieux, comme j'ai pu te le dire, qui est vraiment à l'intérieur et qu'on comprend mal. Donc, il faut vraiment du temps pour le comprendre, qu'on a une soufflerie, qu'on a un moteur, qu'on a une caisse de résonance, qu'on a des cordes à vibrer, et donc qu'on a besoin d'insuffler cet air pour occuper cet espace. Mais moi, je me dis, c'est tellement complexe que je ne vais pas démarrer comme ça. Moi, je leur dis souvent... C'est cette volonté de se faire entendre et de se faire comprendre. Et que la mélodie organise du sens. D'ailleurs, les enfants, on est tout petits, la première chose, ils n'ont pas les mots souvent. Ils ont une intonation. Quand ils sont en colère, on entend... Bon. Et c'est très important. Et moi, je leur dis, essayez de collecter des intentions. J'ai envie d'être en colère, j'ai envie d'être doux, j'ai envie de proposer un temps de silence, d'être solennel, j'ai envie d'être dans l'humour. Et cette collection d'intentions va faire moduler la voix dans un premier temps. En tout cas, dégager la nécessité de varier des inflexions. Je vais donner un texte, je vais dire, est-ce que ce texte, tu veux le faire comme une personne très solennelle parce que tu as l'intention de couvrir, enfin, ça dépend de son intention. Et je dis, module ta voix. Fais en sorte que... On en revient... alors merci beaucoup, Rosa. On en revient à Gérard Depardieu, ce que tu disais tout à l'heure, où il passait par le son pour véhiculer du sens. C'est une super idée. Ça me fait penser à un exercice que j'avais déjà fait au théâtre. On avait un dialogue de 1 à 30 à faire, donc juste avec les numéros, et on devait marquer des intentions. Donc par exemple, 1, 2, 3, 4, 5... et puis ensuite tu prends le relais, tu peux dire 6, 7, et on doit aller jusqu'à 30. Et notre dialogue se termine quand on est arrivé à 30. Et, et ça existe aussi avec les fruits et légumes. Le fameux dialogue en fruits et légumes. Oui, on peut prendre n'importe quel mot. Ananas, banane, voilà. Et on doit faire passer l'intention là-dessous. Mais c'est ce que moi j'aime bien le dire ça, et j'aime bien dire, mais vous savez, la puissance vocale accordée à un corps, ce qu'on appelle la congruence, c'est-à-dire une expression, c'est très puissant. Moi, je peux vous dire que je vous aime. Techniquement, la phrase veut dire « je vous aime », mais je peux absolument véhiculer, avec une intention différente que j'ai choisie, tout à fait le contraire. Si je veux, avec mon corps, mes yeux et mon intonation de voix, vous allez voir ce qui est plus puissant. Je vous aime. Ça ne passe pas. Ce que vous allez voir, c'est que je ne vous aime pas. Et c'est bien l'inflexion de la voix, et c'est bien mon attitude qui va fabriquer le sens. Donc, l'idée, c'est de rendre un discours
vivant et de sortir des mots plats, écrits, et de pouvoir les transmettre, et de communiquer. De communiquer. Ouais, j'aime bien cette notion de congruence. Ça me fait penser d'ailleurs à, tu sais, cette fameuse étude qu'on aime souvent citer de Mehrabian, comme quoi, soi-disant, 7% des mots compteraient pour le message final. Et ça, c'est une vraie... que les auditeurs et auditrices qui nous écoutent le sachent une bonne fois pour toutes. Cette étude portait surtout sur ce que tu viens de dire, sur la congruence, la congruence des mots, ou la contradiction, au contraire, si je te dis je t'adore Rosa, mais que je tire à la gueule, en fait l'étude portait là-dessus. Et la tradition, ça fait 30-40 ans qu'on cite cette étude-là à tort et à travers, en concluant que dans tous les contextes, 7% de nos mots, c'est seulement 7% du verbal dont on tient compte, et que l'essentiel c'est le non-verbal. Mais non, pas tout à fait. La force d'un discours, je dirais que c'est à 50-50. Moi, c'est un tout. C'est un tout. On ne va pas dire que nous ne sommes pas des êtres de mots, fabriqués de vocabulaire, etc. Plus c'est précis, plus c'est bâti. Tu disais tout à l'heure que tu faisais de la rhétorique. Eh bien, évidemment que c'est très important des discours, je ne sais pas, d'Ambroise Croizat ou Jean Jaurès. Ce sont des calibres... c'est très choisi, les mots sont très choisis. Et c'est éminemment important de fabriquer et travailler son discours. Après, c'est la possibilité de pouvoir le porter. Et que si on ne lui donne pas cet aspect de communion et où je veux le transmettre et je veux que ce soit conquis, acquis et le donner avec force, il va falloir chercher du corps, il va falloir chercher du dynamisme, il va falloir jouer des inflexions vocales, il va falloir colorer les mots. Et finalement, c'est le corps et la voix comme des instruments, et c'est le travail qu'on retrouve au théâtre. Le corps et la voix comme outil du comédien pour inventer un personnage. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Je pense que Alors après, il peut y avoir des mauvais textes, mais quand on a un bon comédien, même des textes témoignants, ça passe. Ça passe. Et est-ce que tu as un souvenir marquant à l'école de l'art oratoire, par exemple, où ça peut être un élève à Kedge si tu le souhaites, de par sa trajectoire, de par son travail, ou une élève évidemment, ou une cliente, qui vraiment t'a marqué, où c'était vraiment pas gagné d'avance, et pourquoi il ou elle t'a marqué? Alors, je ne peux pas dire que ce n'était pas gagné d'avance, parce que précisément, alors ça se passait à Kedge, c'était l'élève de Supplation en Master 2, et il s'appelait Oumrad. Et c'était étonnant parce que le tout début, comme tu le sais, en art oratoire, on les filme sur un sujet qui tient à cœur et on les cueille un petit peu à vif et à chaud. Il n'y a pas le temps de se préparer, l'exercice n'est pas évident et on les filme. Et moi, j'étais complètement bluffée par la facilité, et même au-delà de ça, on aurait dit qu'il faisait des jeux de mots, des allitérations. Je me disais, c'est pas possible. Il a été mis au courant. J'y ai pas cru. Ces 3 minutes étaient presque explosives de poésie, de beauté. Je me suis dit, bon. Et je me suis entichée comme quoi la pédagogie est immédiatement requestionnable, parce que je me suis dit, bon, je vais voir sur la deuxième série d'exercices. Ce ne sont pas des exercices que je prévois. C'est pas prévu, j'en ai pas parlé, mais je vais aller là-dessus. Et la même chose. Et ce garçon avait un parcours particulièrement étonnant, parce qu'il venait de Toulon, si j'ai bon souvenir, des quartiers difficiles. Il a fait un discours thématique que moi j'avais donné sur l'identité française, qu'il a choisi donc, avec une seule heure de préparation. Et il a dit, moi j'ai la culture française à moi, parce que je fais un grand écart entre les ouvriers. Je prends mon café le matin avec les ouvriers et je collabore le soir avec les cadres pour L'Oréal. Et je travaille. Et je trouvais qu'il avait tout dit de cette communication. Il parlait arabe, évidemment, français, évidemment, qu'il avait soigné. Il était baigné de Rimbaud et de poésie arabe. Je me disais, mais en fait, il cumule un tas de cordes à son arc et à l'écoute de tout, parce qu'il me disait, je me suis jamais sentie légitime d'appartenir à cela. Mais j'ai cette chance. Je sais qu'il faut que je m'adresse au cadre de demain. Ça, c'est mon boulot de demain. Mais que je veux m'adresser à à ma famille et de là où je viens. Et il arrivait quand même à travailler sur un vocabulaire à la fois parfois pertinent et un peu plus en relief. Bref, il était étonnant. Il est sur LinkedIn. Il a posté son discours et vous allez voir, ça s'appelle sur l'identité française. Il nous a fait un brillant 5 minutes tout seul.
Amrad. Et c'est pour nous une manière d'évoquer aussi ce jeu sur les registres. Il est capable d'amener le registre familier par moment, qui va parler aux ouvriers, et le registre plus soutenu. Et ça aussi, c'est une marque de fabrique d'orateurs et d'oratrices brillantissimes. Pouvoir conjuguer les deux. Absolument. Moi, ce que je lui disais, c'est que ce qui est très agréable, c'est que tu conjugues ce que tu es. Ouais. Et que tu n'as pas tenté de fabriquer une recette pour ressembler à. C'est Cocteau qui disait ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi. Et moi, j'y crois. Je pense que oui, puisque dans les orateurs, on se distingue par une identité très particulière, en dehors de la technique. Et c'est ce qu'il a mis en place assez vite, finalement, à l'issue des cours. Il s'est dit, je ne vais pas me reprocher mon vêtement survêt. Je lui ai dit, si c'est toi, c'est toi. Dans ce cadre-là, bien sûr, de la formation. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est habillé comme il pensait devoir s'habiller, en n'oubliant pas à qui il s'adressait, mais sans jamais s'oublier lui. Il savait d'où il venait. Et il a eu cette pertinence de tout conjuguer et d'oser. Moi, je crois qu'il faut oser à un moment donné. Pour devenir un grand orateur, il faut oser. Il faut oser faire la différence. Il faut, au-delà de la technique, tenter son style, sa manière. Ouais, et puis en improvisation théâtrale, on parle souvent d'assumer que la base, oui. Même si tu as une intuition, que tu sens un petit peu tiède, c'est d'y aller à fond, d'aller jusqu'au bout de ta proposition. Il y a, je sais pas pourquoi, quand tu parles de ça, ça m'évoque une interview une fois que je vois de Vincent Cassel. Oui. Et donc il est fils de Jean-Pierre Cassel, brillant acteur qui est parti il y a déjà quelques années, à qui il avait rendu hommage quand il avait pris le César après le film sur Jacques Mérine. Et il dit dans une interview à Michel Denisot, elle date un peu, elle dit « Moi, au départ, avec ma tête de héron, je me suis dit très vite, oublie de te comparer aux autres. Sois le meilleur de ce que tu peux faire, le meilleur de toi-même, mais avec cette tête de héron, qu'est-ce que je peux faire ? Je vais essayer de faire mon truc, faire ma proposition, et puis on verra ce qui se passe. » Et ça me fait penser à ce que tu dis. Jamais il s'est comparé, il a créé son truc, il a créé son style. Et c'est ce qu'il faut. En art oratoire, il y a de la technique, comme tu le sais, puisque toi aussi tu fais l'art oratoire. Et évidemment, c'est une boîte à outils d'exception et qui marche. Après, ce qui me fait peur, moi, à terme, c'est qu'on se dise c'est une recette scientifique et on sera tous très bons. Et on sera tous pareils. Il faut justement, à mon sens, et ça c'est la metteuse en scène qui parle et la comédienne, éviter l'écueil de se dire moi, on me donne une recette et je serai ça. Il faut absolument s'affranchir de se dire que c'est scientifique, c'est une boîte à outils extrêmement puissante, extrêmement agréable, qui sans aucun doute augmente la compétence et permet en tout cas de se lancer. Après, il va falloir tenter d'être d'accord avec une spécificité, une identité. Et de cette intégrité, on en a besoin. Qui es-tu ? Avec quelle passion ? Qui tu es vraiment ? Ton style, ta couleur. Et puis être capable de s'adapter au contexte. Et on peut être a priori plutôt à l'aise, brillant orateur ou oratrice, et on doit remettre le bleu de chauffe dans chaque occasion. Il n'y a rien d'acquis. C'est comme le boxeur avant de monter sur le ring. Il n'y a rien d'acquis, il n'y a rien de gagné. Je pense à Éric Dupond-Moretti. Tu te souviens de sa première prise de parole à l'Assemblée nationale ? Pas forcément, mais j'ai entendu. J'étais en interview sur une autre interview. Je sais que tu as bien. Oui, ouais, alors, tu vas me le rappeler. Donc on le surnomme Agitator, avocat brillantissime, très, très éloquent. Plus jeune, j'ai appris qu'il avait gagné moult concours d'éloquence. Et puis il arrive, la vidéo est sur YouTube, et il passe un sale quart d'heure devant les députés. Il prend très très cher. Et à un moment donné, on voit qu'il est en état de sidération. C'est-à-dire qu'il a la bouche suspendue devant le micro, il regarde le public, et il se fait même recadrer puisqu'il demande si le temps d'interruption va être décompté. Et Richard Ferrand lui dit non, je sais plus quelle est la formule exacte, mais on serre les dents et on fait avec. Et il est comme un gamin sidéré au milieu de l'Assemblée. Tout Éric Dupond-Moretti qu'il était. Dupond-Moretti, c'est qu'il a l'habitude d'être brillant et c'est qu'on le lui dise. Oui. Et qu'il oublie peut-être parfois qu'il y a de l'enjeu à chaque fois. Ouais. C'est un peu comme Sarah Bernard, la comédienne, qui dit... il y a une jeune comédienne qui vient la voir et qui lui dit « Mais moi, j'ai plus le trac maintenant. » Elle lui dit « Écoute, tu retrouveras le trac quand tu auras du talent. » Mais il y a toujours de l'enjeu. S'il n'y a pas d'enjeu, même quand on a l'habitude, ça va être compliqué.
Et l'enjeu, il est permanent. Le trac, c'est important. La remise en cause, elle est importante. L'idée elle est importante. Il faut absolument se redire, je reviens, c'est comme un comédien qui va arrêter de jouer en cours. Il faut se dire, ça ne m'intéresse pas. Chaque fois qu'il y a un nouveau public, il se doit de redonner toute l'énergie, toute la passion, toute la nouveauté pour conquérir, même s'il est bon. C'est ça, on doit danser avec le trac. Je dis souvent qu'on doit apprendre à faire avec, parce qu'il sera toujours là. Je peux être Éric Dupond-Moretti, c'est Stéphane André, le fondateur de l'école de l'art oratoire, qui dit « Mais le trac, je continue de l'avoir ». Quand on sait l'orateur brillantissime qu'il est, je pense qu'il faut apprendre plutôt à danser avec, à composer avec, de par la technique. Et là où je te rejoins, tu parlais de technique tout à l'heure, je crois que l'aisance vient effectivement avec une technique assimilée, mais que le style des uns et des autres, c'est le timbre de la voix. Bien sûr. Tu t'intéresses beaucoup aux voix, c'est cette signature vocale, cette énergie. Elle est à pas négliger, l'énergie. Tu travailles beaucoup en mise en scène. Au théâtre, on sait de quoi on parle. L'énergie, c'est prépondérant. C'est physiquement là. C'est ça. Chaque seconde. L'investissement. L'investissement, il est permanent. C'est éviter, c'est conquérir ce moment de présence seconde après seconde. Être parfaitement inscrite à l'écoute. Son partenaire de jeu, s'il y en a un art oratoire, c'est pas tout à fait ça, mais être à l'écoute du public, de ce qui se passe. Et donc, ça demande un engagement physique. Si on est fatigué à l'issue d'un discours ou fatigué à l'issue d'avoir joué, c'est tout à fait logique. Si on n'est pas fatigué, moi, ça m'interroge. Je leur dis aux comédiens, mais comment ça se fait ? Ils me disent, oui, bon, ça a été tranquille. Je dis, tranquille, ça me tranquillise pas. Parce que, à mon avis, tu dois être tellement, tellement présent que ça doit te demander une énergie, un repos, évidemment. Bien sûr qu'il faut être physiquement inscrit. Et le vivant, il vient aussi de ce corps-là qui est très présent. Le corps dit d'autres choses, les mots en disent, mais il y a un langage implicite. Quelqu'un en retrait, ça se voit physiquement. Moi, très souvent, comme comédien, je dis redresse pas, t'occupes pas l'espace, où sont tes bras, tu en fais rien. Et c'est visible. Moi, je suis dans le décortiquage de ce qu'on fait du jeu d'acteur. Je vois tout. Et je vois notamment le vide, ce qui n'a pas été fait. Et on sent aussi la réflexion. Je pense à nos élèves ou à nos clients, on peut lire souvent. Quand il y a trop de réflexion, moi, la plus belle découverte que j'ai faite au théâtre ou en art oratoire, c'est que quand il y a trop de réflexion, il faut investir 2 fois plus, 3 fois plus, 5 fois plus le corps. Et ça passe aussi par l'implication vocale. C'est-à-dire que les gens, souvent, qui réfléchissent un peu trop, et on sait à quel point la réflexion peut être l'ennemi de l'orateur et de l'oratrice, notamment si on côtoie les bancs de l'école de l'art oratoire, plus je vais investir le volume vocal, tu parlais de la gestuelle, une attitude physique avec les épaules qui regardent bien mon auditoire, mon interlocuteur, et plus je me donne des chances de sortir de cette surréflexion qui va me bousiller. Absolument, et je me donne la possibilité d'être en lien. Moi, je trouve que c'est pas mal de déconstruire cette peur qu'on a, y compris quand on est de l'autre côté, enseignant, un pédagogue. Moi, je la déconstruis tout simplement parce que je casse cette frontière où on se dit que je vais être le formateur, je le sais, et que les autres vont être les formés, je le sais aussi. Mais j'essaie de me dire, écoutez, moi, je vais faire un cadeau, un partage, et je vais tout donner. Et la réalité, c'est qu'on va avoir... Vous avez peut-être des choses aussi à me dire, et je vais mettre à l'épreuve ce que je suis en train de vous dire, et je suis tout à fait d'accord pour recevoir une autre manière et un autre chemin à prendre, même si je connais très très bien mon discours et je maîtrise évidemment l'art oratoire. Je me donne cette possibilité d'être en fragilité pour être très présent. Et puis ça devient presque physique, ludique et charismatique. Charisme, ça vient aussi avec du corps, avec du coffre et la voix. Et juste un petit détail par rapport à la voix, parce que j'ai vu que dernièrement, notamment aux États-Unis, il y avait beaucoup de jeunes américaines qui se la jouaient comme ça, etc. Le vocal fry. Le vocal fry. Alors, je ne comprends pas cette idée, tout simplement parce que la caisse de résonance que nous avons, donc la bouche, fabriquée, et le son va se faire être sculpté au niveau de la bouche, et il dépend complètement de notre palais, de notre nez, et tout un tas de systèmes phonatoires ici qu'on a. Et on ne peut pas, c'est ce qui donne la couleur, c'est ce qui donne, on ne peut pas incider sur notre forme de bouche, notre forme de langue, notre forme de nez. Donc ça serait dommageable de se créer une mode autour de sa voix. Il faut l'accepter, on peut la sculpter, le son, on peut articuler, mais gardons sa couleur, gardons son identité vocale et allons la chercher et encore mieux la parfaire, c'est plutôt ça. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des prises de parole, Rosa, que tu redoutes ? Des contextes, des situations qui...
Je peux redouter, bientôt je vais partir normalement en Argentine, si tout va bien, pour de l'art oratoire. Je ne sais pas, je peux redouter des publics très PDG. En même temps, je les redoute et j'ai un regain d'énergie pour y aller parce que c'est présenté comme on vient chercher une parole convaincante. L'idée, c'est c'est tacite, hein, mais en bout de course, c'est de dire donne-nous des outils pour convaincre et mieux vendre. Moi, je veux donner des outils pour mieux passer un projet, quel qu'il soit. C'est pour ça que j'aime bien, comme je te disais en début d'émission, l'idée de grande expression. Après, quand on me dit c'est pour vendre, moi je dis tu feras ce que tu voudras. On peut tout en faire, c'est puissant. Mais c'est cette orientation qui est donnée. Allons vite, donnez-moi les clés pour devenir le meilleur vendeur de foire du monde, quoi. Et je dis, ça va pas se passer comme ça en réalité, parce que ces outils-là vont être précieux. Peut-être vous allez les prendre, peut-être pas. Mais si ce public-là qui est exigeant, parce qu'il tout de suite, il a un rapport à la rapidité et à l'efficacité. Au retour sur investissement. Voilà, retour sur investissement. Mais en même temps, pour les avoir déjà connus quand même 2-3 fois, c'est très grisant parce que je suis très atypique pour eux. Et je joue absolument sur cette corde. Je ne vais pas aller sur leur chemin. Je garde ce que je suis, comme tu m'as connu, mon énergie, mes outils de théâtre. Et je peux impressionner de ce côté-là. Donc, on crée un respect, une autre manière de faire. Mais je déconstruis très, très vite ce désir très fort de nous dire, bon, allez, tu vas nous donner un petit peu trois outils, puis on va s'en aller, je vais prendre mon téléphone. Donc, je suis très attentive à leur comportement, mais ils me font un petit peu peur au début. Et est-ce qu'il y a une personnalité aujourd'hui que tu t'adorerais coacher, une femme, un homme célèbre, et pourquoi ? Alors, j'aimerais coacher Ruffin. Ah, alors s'il nous écoute. Alors, pourquoi ? Parce que je trouve qu'il ne maîtrise pas sa voix et qu'il a quelques idées intéressantes. Alors, comme tu disais, j'en fais pas de la politique, mais je crois, et en plus c'est un réal, hein, il a fait quoi au début ? Il n'était pas réalisateur, il a fait un documentaire, etc. Je comprends pas qu'il manipule extrêmement bien les outils de pertinence pour aller chercher ce qui fait mal, notamment, comment s'appelait ce documentaire qu'il avait fait avec Au revoir patron. Au revoir, voilà. Je crois que c'est ça. Quelque chose comme ça. Et étrangement, il se noie dans des cordes vocales mal placées, dans des discours extrêmement... On ne distingue pas l'idée forte. Et je pense qu'il a besoin d'un coach vocal et d'un coach physique. Alors, Ruffin, quand vous voulez. Oui, et puis il y a cet emballement un peu aussi... Tout est pareil. Ouais, c'est spécifique aussi un petit peu aux partis politiques. On parlera pas de politique là, mais d'un point de vue technique, la machine a tendance un peu à s'emballer parfois, effectivement. Mais c'est quelqu'un qui est brillantissime, tu l'as dit, effectivement, sur la rhétorique, la construction du discours. Il joue beaucoup de la description. C'est-à-dire qu'il est capable de faire des descriptions tellement visuelles qu'on a le film mental en tête. Il a l'exemple. Et ça, c'est une signature qu'a aussi Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr, lui, il est grand orateur. Voilà. La question, les idées, on s'en fiche. Mais lui, c'est vraiment un grand orateur. Non, mais c'est dommage parce qu'en plus, il a l'exemple. Il vient chercher toujours, alors ça va être Bernadette, caissière chez machin, etc. Et finalement, tout est noyé sur le même fil tonal. Et cette voix est extrêmement mal placée, ça le dessert, et je pense qu'on l'entend pas bien, et il veut dire trop de choses en un minimum de temps. C'est dommage. Il vaut mieux dire moins, monsieur Ruffin, mais mieux dit. Je tâcherai de le taguer sur les posts Instagram, LinkedIn. J'enverrai une bouteille à la mer s'il nous écoute. Avec plaisir. Très bien, merci beaucoup Rosa pour cet exemple-là. Maintenant, si tu devais être une oratrice célèbre, tu choisirais qui ? J'en ai pas mal. Hein. J'ai pas mal d'exemples. On parle beaucoup d'orateurs, pardon. Hein. Ouais, des oratrices. On parle souvent d'orateurs, mais moins d'oratrices, et c'est le moment. Oprah Winfrey, parce que c'est quel parcours, quelle femme, quelle capacité à tenir du discours, à offrir une parole vraiment
spécifique pour chacun de ses invités. Et puis, moi, elle m'impressionne beaucoup. On parle beaucoup de Michelle Obama, mais je parle, moi, je pense qu'elle est quand même incroyablement remarquable. Après, il y a des petites personnes. Enfin, moi, j'aime beaucoup Blanche Gardin, dans son style à elle. Je trouve que, alors c'est de la force tranquille. Elle joue de cette immobilité, de cette petite robe où elle bouge pas d'un pouce. Et ça, c'est très techniquement étonnant parce que c'est peut-être pas ce qu'on va faire. Mais j'imagine, si j'avais la possibilité d'échanger avec elle, que c'est tout à fait un choix, étant donné les propos plus que incisifs et caustiques qu'elle a, d'avoir un rapport physique très peu mobile, très petite poupée, fragile. Et je trouve qu'elle a une répartie, mais elle me fait mourir de rire. J'aime beaucoup Marina Foïs pour sa spontanéité, oui, c'est elle aussi dans un registre féminin contemporain. Je trouve qu'elle représente des filles d'aujourd'hui bien dans leur peau, même si elle a une cinquantaine d'années, hein, mais qui triche pas. Je sais pas, elle donne cette sensation-là. Elle est très à l'aise dans toutes les interviews. Qui c'est qui m'inspire Simone de Beauvoir, pas seulement pour les idées, mais également pour sa manière de dire. Laura Adler. Elle a une musicalité très particulière, très remarquée tout de suite. J'ai pas besoin d'entendre 3 mots, j'en attends 3, je sais que c'est elle. Et c'est quand même remarquable d'avoir une voix de radio où on la reconnaît tout de suite. Et puis, c'est une culture incroyable, une capacité à interviewer des questions bien posées. Et elle arrive toujours à tirer le meilleur de tous ses invités, même des auteurs difficiles et peu loquaces. Il y en a pas mal. Qui c'est que je pourrais... en oratrice que j'aime... Gisèle Halimi. Elisabeth Badinter. Voilà, j'en ai pas mal. Ça fait une belle liste. Voilà. Et alors Gisèle Halimi, on en a beaucoup entendu parler puisqu'il y a eu ce discours d'hommage d'Emmanuel Macron il y a pas si longtemps que ça, où effectivement c'était une avocate brillante. Marina Foïs et Blanche Gardin, je suis pas très surpris finalement parce qu'elle dégage, c'est vrai, cette fraîcheur et cette folie très assumée, ce côté barré que tu mentionnais tout à l'heure. Et barré avec un discours qui passe très très bien. Et qui passe réalité, très, très bien. Très très clair. Voilà, c'est du chaos écrit, du chaos organisé. Absolument. Et c'est de ce qu'on appelle un charisme. Un charisme, exactement. Quand on voit Marina Foïs se remettre à elle-même le Molière, c'est très difficile quand même quand on est, j'imagine, qu'on présente ou qu'on participe aux Césars, aux Oscars, tous ces talents comme, je sais pas, Ricky Gervais, etc., qui présentent. On sait que ce sont un parterre qui attend beaucoup, qui est très en surveillance parce que c'est le métier de l'image, c'est le métier de la presse, ça va. Et donc, arriver à tirer un sourire, arriver à tirer son épingle du jeu avec des gens aussi difficiles, c'est bien plus difficile, j'imagine, que des PDG et tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Ils sont sous surveillance. Ils se surveillent tous. C'est des publics extrêmement exigeants et puis il y a une compétition entre eux. C'est compétitif, donc moi, ce que faisait Édouard Baird, c'est très difficile. Ou Laurent Lafitte. Moi, je me souviens de Laurent Lafitte qui arrive avec une bouche faussement... mais ce sont des gens extrêmement doués, en réalité. Ouais, et Ricky Gervais, moi, j'ai en mémoire le discours où je crois que c'est ce qu'on appelle en anglais le roasting. C'est une tradition aux États-Unis, c'est un discours où on va balancer sur les uns et les autres, mais de manière très, très frontale. En France, on déteste ça, et peut-être heureusement, ça nous... C'est très anglais. C'est très anglais, et il fait alors pardon pour l'anglicisme, mais une séance de roasting où il se fait le tout Hollywood. Je sais, je l'ai vu avec DiCaprio, ils sont tous passés, Madonna... Oui, DiCaprio, entre le moment où il va faire le début et la fin de son discours, il aura déjà changé de petite amie parce qu'elle aura vieilli. Oui, il n'arrête pas, et bon, après, à contrer, il a... Le plus quand même, c'est une répartie pas possible. Mais incroyable. Quand même, c'est quelqu'un qui travaille énormément. Énormément. Ouais, et je me souviens aussi ce fait Tim Cooks, l'héritier de Steve Jobs, où il le critique sur la politique d'Apple en Chine.
Et là, il passe un sale quart d'heure et il y a un blanc énorme dans la salle. Je recommande à tous nos auditeurs et auditrices Je le recommande aussi. ouais, d'aller voir ça sur YouTube. Je crois qu'il y a les 2 versions en VO, en version sous-titrée. Allez écouter ça, allez voir ça. C'est brillantissime et assez étonnant. Meryl Streep aussi. Ah, Meryl Streep. Voilà, je viens d'y penser, parce que pour une parole féminine Ouais. très posée, une grande dame qui a toujours su faire ses choix et avec une éloquence vraiment remarquable. Moi, il y a une actrice qui m'a bluffé récemment en interview. C'est Jamie Lee Curtis. Qui a joué avec ce film avec Schwarzenegger. Oui. C'est peut-être le plus mainstream, mais bon, elle a un poisson nommé Vanda, ouais, si vous l'avez notamment, pas vu. voilà. Merci beaucoup. Et je la trouve d'un caractère, d'un aplomb extraordinaire et d'une répartie. Ben pareil, parce que je pense qu'elle s'autorise et pourtant Dieu sait si elle fait fille d'acteur et d'actrice. Elle a choisi, je pense qu'elle n'a pas choisi la recette. Elle a travaillé pour ça, mais elle a choisi d'être elle. Et je pense qu'on traverse le temps, on peut traverser si on est d'accord pour exister dans une identité qui nous est propre. Jane Fonda aussi. Ah mais ça commence à faire une sacrée Voilà. liste. On va coécrire une anthologie là, Rosa. On va se mettre sur le dossier. Est-ce qu'il y a, j'aime bien cette séquence là dans mon podcast. S'il y avait un cliché que tu aimerais démonter autour soit de la mise en scène, du monde du théâtre ou de l'art oratoire, ce serait lequel et comment un cliché que tu aimerais démonter là maintenant? Par exemple, dans mon premier épisode, j'avais reçu une coach commerciale et on démontait le côté vendeur-voleur. Vendre, c'est forcément voler les gens. Est-ce qu'il y a un cliché qui a la peau dure chez toi dans tes domaines et que tu as envie de démonter maintenant tout de suite? Le cliché que j'aimerais... je voudrais pas me faire une contre-publicité. Je voudrais dire que un outil, c'est pas une recette. C'est pas la même chose. Quand on dispense des cours oratoires, il y a une confusion souvent entre les clients et ceux qui dispensent. Ils se disent, moi, si j'en veux pour mon argent, je veux la recette. Et pour me faire changer et devenir celui qui m'inspire. Moi, j'en sais rien, Steve Jobs, bref. Et il y a une confusion, presque marketing ou lobbyiste, qui tente à dire, on va vous donner ça, vous deviendrez tout de suite l'orateur qu'on vous a promis que vous serez. Ça, je voudrais démonter cette idée d'immédiateté. Les passeurs, comme toi, moi et d'autres, Paul, etc., je pense qu'il faut traverser à l'exercice soi-même, longtemps, continuer de travailler ses expertises, sa pédagogie, continuer de se confronter à des publics, continuer de travailler et ne pas oublier que ces outils, immédiatement, encore une fois, efficaces, ne vont pas répondre à la question, en bout de cours, ça veut dire, ça y est, il suffisait de faire ça, comme un cours de yoga, vous allez devenir un super yogi en 10 séances terminées. Ce n'est pas vrai. Ça se travaille et travaille encore et travaille encore. Et l'expertise, d'ailleurs, en oratoire ou en théâtre, parce que c'est très aidant, c'est de poursuivre à quêter finalement ce qui va ressembler à la personne qui est demandeuse. Et ça demande beaucoup plus de temps et de pédagogie individuelle. Merci Rosa. Est-ce qu'il y a maintenant une citation, une devise qui t'accompagne au quotidien? J'aime bien clôturer les échanges par ce genre de questions. Une devise? Si, celle-là je l'aime bien, c'est parce que c'est pour les comédiens. Je dis que dans un studio à Paris, je suis pas sûre que ce soit vrai, en fait. Je sais plus. Vous savez, des fois, les légendes dépassent la réalité, mais je leur dis, sur le mur d'une porte, alors c'est pas une citation, il y a marqué à l'entrée pour la formation des acteurs, il y a marqué les 3 politesses du comédien, c'est apprendre son texte, se faire entendre et se faire comprendre. Mais je ne suis pas du tout sûre que ça existe. Je me suis souvent demandé si je ne me l'étais pas inventé. Et je dis que ça c'est écrit sur une porte de studio à Paris, mais je ne suis pas sûre. Mais je trouve que c'était pas mal, parce que si les 3, il n'y a pas le contrat des 3, qui va supposer tout un arc d'exercice, en fait, il ne pourra pas devenir un comédien tel qu'on l'attend.
Donc il va falloir qu'ils s'arment. Et où est-ce qu'on peut... Je ne sais pas si j'ai répondu. Parce que t'as complètement répondu à la question. Ça devient même presque c'est ta devise. Justement, où est-ce qu'on peut te retrouver? Quelles sont tes actualités? Parce que t'as plein de spectacles. Il y en a un qui tourne, je crois, en ce moment. Si on veut retrouver Rosa Palomino à la rentrée... Alors, à la rentrée, je te remercie de poser la question. On vient de tourner un spectacle avec donc Olemo qui s'appelle Building de Léonore Confino, qui est un spectacle qui s'attaque au sens du travail. C'est une autrice belge qui a énormément écrit, qui a gagné pas mal de prix, notamment avec une pièce qui s'appelle Ring. Mais j'en viens à Building, ça m'a beaucoup intéressé de travailler sur ce spectacle parce que c'est une pièce qui dit peu. Il y a très peu de mots. Et j'étais très interrogée. Moi, j'aime effectivement la littérature théâtrale. Et je crois que j'ai été scotchée par le peu de mots. Je me suis interrogée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça, en réalité? J'adore chercher. Et le sens de cette pièce réside dans l'implicite. Et c'est vraiment un domaine que j'aime beaucoup travailler. Donc, c'est l'histoire de, si je peux me permettre, de 32 employés dans une entreprise de conseil, qui conseille des conseillers. Et ça vient d'ailleurs tout à fait corroborer ce que je disais tout à l'heure sur attention, de vouloir conseiller, devenir coach, avec vitesse grand V sans savoir ce qu'on fait, et qui perd le sens du travail. Ils savent pas ce qu'ils font, c'est démantelé, ils sont divisés, tout est compartimenté, et ils ne comprennent plus. Et ils ne partagent plus, ils ne communiquent plus, et donc, fort de ne plus communiquer, attrape comme des stigmates de comportement physique difficiles et petit à petit ils se comportent comme des pigeons, les pigeons qui scratchent devant ce beau building. Donc c'est une satire cynique d'un milieu qui existe pour de vrai, puisque Léonore Confino disait qu'elle avait pratiquement écrit aucun dialogue, que ce n'est que elle avait travaillé dans une très grande entreprise et elle avait relevé des phrases qui existaient. Donc des mots un vocabulaire de plus en plus appauvri, soi-disant collaboratif, mais qu'on ne comprend plus. Et l'idée, c'est de dire qu'il faut retrouver du sens et de l'envie. Et cette identité, et ne pas oublier que... Et donc, on peut retrouver tes représentations où ça et à quelle date? Alors, ça sera normalement, les prochaines, c'est février, c'est sûr. C'est le 3 et 4 février au Théâtre du Joncher à Cambes. Donc, il y en 2024, 2024, mais en octobre, je pense, on sera, mais pas ici, en Charente. Mais il y en aura également, je pense qu'on sera à l'auditorium à Saint-Genès au mois de novembre. D'accord. Mais à spécifier encore. Ok. Entre autres. Un grand merci Rosa pour cet échange. Merci à toi. À bâton rompu, j'ai adoré parler d'art oratoire et avec tous ces exemples très très riches. Merci beaucoup pour ta générosité. Merci à toi d'avoir été si patient. Avec plaisir, ça valait le coup, je crois. Je salue nos auditeurs et auditrices. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le liker, à le partager sur les réseaux sociaux et surtout à vous abonner. Je le répète pas assez, mais pensez à vous abonner, ça me fera très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas aussi à me contacter en message privé sur les réseaux Instagram ou LinkedIn. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Au revoir. À très bientôt, merci. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le faire savoir en lui laissant une belle note ou en le partageant et le commentant sur les réseaux sociaux. Que ces conseils de communication puissent vous être utiles et à vos proches. Je m'appelle David Jadard et vous pouvez me retrouver sur mon site internet lesorales.fr